Alors, pour bref rappel, donc voici le cheminement proposé au fil de ces présentations jusqu'à la fin du mois de septembre, début octobre. Nous en sommes donc au premier épisode que je viens de vous présenter. Alors, je précise bien qu'il s'agit d'un contenu proposé par un service particulier au sein du syndicat d'énergie, s'agissant du service performance énergétique, qui se destine à accompagner les communes sur toutes les problématiques relatives à leur consommation d'énergie dans leur patrimoine. Bien entendu, le petit schéma vous présente également les autres pôles d'activité du syndicat qui sont peut-être même bien plus connus que le nôtre, en tout cas pour certains d'entre vous, notamment celui relatif au réseau de distribution d'énergie, puisqu'il s'agit du métier premier de notre syndicat d'énergie qui est une autorité organisatrice de distribution de l'énergie, avec la mise en concession des réseaux. Donc c'est également pour ça que nous avons un service concession et contrôle, et puis le service éclairage public qui propose aux communes intéressées de reprendre pour leur compte l'exploitation de leur parc d'éclairage public. Donc, pour brièvement rappeler les objectifs très généraux, vous vous rappelez certainement toutes et tous de la fameuse COP 21 hein, dont on a parlé il y a quelques années, qui réunissait un maximum de pays et qui se sont entendus pour la plupart, hein, pas tous, on le sait bien, autour des accords de Paris, les accords de Paris 2015, qui ont abouti sur un objectif premier qui est d'essayer de limiter le réchauffement de la surface terrestre d'ici la fin du siècle au maximum de plus 1,5 à 2 degrés pour, on pourrait dire, au moins limiter la casse, puisqu'on sait bien que les effets du réchauffement commencent à se faire sentir, mais l'important est de vraiment les limiter au maximum. Suite à quoi, les pays signataires de cet accord se doivent d'appliquer ces objectifs, cet objectif à travers leur politique nationale, hein, bien entendu. Au niveau de la France, nous avons la stratégie nationale bas carbone qui consiste à afficher que d'ici 2050, nous aurons atteint ce qu'on appelle la neutralité carbone. Donc, comme vous pouvez le lire, hein, la neutralité carbone, c'est pouvoir atteindre un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre issues de l'activité humaine et les absorptions possibles par puits de gaz à effet de serre. Ça se traduit en France par un effort considérable qui consiste à diviser par 6 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 par rapport au niveau de 1990. On peut voir sur ce graphique qui peut vous paraître de prime abord assez complexe, simplement l'idée de la trajectoire qui est à suivre d'ici le milieu du siècle en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Vous avez donc la partie en bleu hachuré en partie supérieure du graphique, la réduction des émissions d'effet de serre qu'on va chercher à suivre tranquillement jusqu'à 2050. Et puis en vert, c'est la partie absorption. C'est pour ça qu'elle est inscrite en négatif. L'idée étant qu'en 2050, on limite les émissions de gaz à effet de serre globales du pays à 80 millions de tonnes équivalent CO2, de manière à ce qu'on puisse exactement les équilibrer par une absorption de 80 millions de tonnes équivalent CO2 et ainsi obtenir ce qu'on appelle zéro émission nette. Alors bien évidemment, les marges de manœuvre en termes d'absorption de CO2 sont assez faibles. Vous voyez que l'augmentation de cette absorption est quand même assez peu visible sur ce graphique. En revanche, s'il y a bien un effort important avec des grosses marges de manœuvre à exploiter, c'est sur l'utilisation des énergies carbonées. Vous voyez des petits pavés rectangulaires qui représentent ce qu'on appelle des budgets carbone, c'est-à-dire qu'on fixe par période de 5 ans une quantité d'émissions de carbone à ne pas dépasser et on réduit marche après marche ce fameux budget jusqu'à obtenir le but final. Par exemple, nous sommes actuellement dans le rectangle rouge, dans le budget carbone 2019-2023, qui fixe une moyenne d'émissions annuelles de 422 millions de tonnes. Donc ça veut dire qu'il faut multiplier par 5 pour obtenir le budget complet de cette période. Donc ça fait 5 x 4, 20, ça fait un peu plus de 2000 millions de tonnes de CO2 maximum à ne pas dépasser pour cette période.
Ceci se traduit au niveau des bâtiments par l'objectif qui est alloué au secteur seul des bâtiments. Ce que je vous présentais tout à l'heure dans la courbe un peu compliquée, c'était un crédit carbone pour l'ensemble des usages, à savoir vous avez 5 gros pavés, vous avez l'usage transport, l'usage bâtiment, l'usage agriculture, l'usage industrie et pour finir l'usage transformation de l'énergie. Donc ensuite, chacun de ces usages a son propre quota à respecter, ses propres crédits carbone à ne pas dépasser. Et voici donc la courbe spécifique au secteur des bâtiments. Alors quand je dis bâtiments, je parle bien de l'ensemble de tous les bâtiments, y compris l'habitat. On est vraiment dans le résidentiel et le tertiaire. Il faut savoir que le résidentiel pèse vraiment pour beaucoup, puisque sur l'ensemble du parc bâti en France, c'est l'habitat qui couvre à peu près les 2/3 des consommations d'énergie du parc bâti, le tertiaire pour 1/3. Alors on peut voir que depuis 1990, la courbe de variation des émissions effectives de gaz à effet de serre est finalement relativement stable avec des plus et des moins, mais elle n'évolue pas bien fort, si ce n'est peut-être une petite inflexion quand même à la baisse au début des années 2010. Mais vous voyez un petit peu tout le chemin qu'il nous reste à faire si on souhaite épouser vraiment la forme de la courbe verte, du pointillé vert, pour atteindre l'objectif à 2050 qui est censé être de moins de 20 millions de tonnes équivalent CO2 par rapport à un niveau actuel d'environ 80. Donc le secteur du bâtiment, je vous le disais, est très important dans le paysage énergétique. Il représente, selon les sources du ministère de l'écologie, 46% des consommations d'énergie de tout le pays. Donc c'est vraiment le secteur premier en termes de consommation du bâtiment. Ce n'est pas non plus le secteur premier en termes d'émissions de gaz à effet de serre. En revanche, il occupe le quart des émissions de gaz à effet de serre. C'est quand même très important, évidemment. Simplement, il est dépassé en la matière par le secteur des transports. En fait, les transports, c'est à peu près 30%, et vient ensuite le bâtiment, l'industrie, l'agriculture, à peu près à égalité. Et à l'intérieur du secteur du bâtiment, parlons un peu des bâtiments tertiaires. Comme je vous le disais, les bâtiments tertiaires, comme il est indiqué dans le cercle rouge, couvrent à peu près 1/3 des consommations d'énergie des bâtiments. Alors qu'est-ce qu'on entend par bâtiment tertiaire? Évidemment, tout ce qui est bâtiment d'entreprise, de bureaux, bâtiments administratifs, bâtiments recevant du public, hôpitaux, etc. Et puis les surfaces commerciales, à ne pas oublier bien sûr. Donc voilà le secteur tertiaire. Et vous voyez que dans la récente loi énergie-climat qui est sortie en 2019, parmi les axes, les fondements de la loi, bien entendu, figure en bonne place la lutte contre les passoires thermiques, on l'a tous entendu. C'est un levier essentiel pour atteindre les objectifs annoncés. À ne pas non plus négliger les deux autres points qui encadrent cette ellipse rouge, à savoir la réduction de notre dépendance aux énergies fossiles en accélérant le développement des énergies renouvelables, ça c'est primordial. Mais ça ne peut pas se faire sans lutter parallèlement contre les passoires thermiques, bien entendu. Et puis troisième point important, c'est la création des outils de pilotage et de gouvernance pour pouvoir mettre tout ça en musique et évaluer les résultats. Et c'est sur quoi la loi a défini des modalités de fonctionnement. Nous allons y venir. Puisque maintenant, quelle est la place de la collectivité dans ce jeu-là? Nous allons commencer par la plus grande des collectivités territoriales, à savoir la région. Ce sont en premier lieu les régions qui sont chargées de piloter, de mettre en œuvre une feuille de route qu'on appelle un SRADET, un schéma régional, qui doit définir tout ce qui peut être fait sur son périmètre géographique en matière d'atténuation du changement climatique. Donc ce qu'on appelle l'atténuation du changement climatique, c'est éviter au maximum les émissions de gaz à effet de serre. En termes d'adaptation aux effets du changement climatique, on en entend aussi également beaucoup parler par rapport à la chaleur, par rapport aux inondations, etc. La lutte contre la pollution atmosphérique, bien entendu. Et puis, bien sûr, la maîtrise de la consommation d'énergie, notamment par la rénovation énergétique. Donc on y vient, nous voilà dans notre sujet. Et puis enfin, bien entendu, le développement des énergies renouvelables.
Donc le conseil régional, évidemment, travaille sur tout cela en lien étroit avec les services de l'État, ainsi qu'avec les départements, et puis les intercommunalités, puisque le prochain maillon territorial que nous allons considérer et qui est très important, c'est l'intercommunalité, à comprendre les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, que sont les communautés de communes, les communautés d'agglomération. Donc dans un département, la plupart des intercommunalités sont obligées de mettre en place ce qu'on appelle un plan climat, air, énergie territorial, un PCAET, qui consiste à fédérer tous les acteurs du territoire vis-à-vis des enjeux énergétiques. Donc il s'agit des acteurs publics bien sûr, mais également des acteurs, des personnes particulières, des citoyens, des acteurs du logement, des entreprises, des acteurs du transport, des agriculteurs, et j'en oublie certainement. Donc pour pouvoir mener à bien ces plans, il faut bien entendu commencer par un diagnostic de situation, un grand état des lieux en termes de secteur d'émissions de gaz à effet de serre, suivi d'une stratégie territoriale à mettre en place pour définir les priorités du territoire, ces grands objectifs, qui seront ensuite déclinés par un plan d'action pluriannuel, suite à quoi le plan d'action sera régulièrement évalué pour pouvoir mesurer les impacts des actions envisagées, bien entendu. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur le sujet, c'est histoire de savoir un petit peu quel est un peu le maillage territorial impliqué par les lois qui sont sorties récemment concernant la transition écologique. Et bien entendu, le PCAET va concerner entre autres acteurs publics, la commune, le maillon communal. Alors au niveau communal, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qui nous concerne plus directement? Tout simplement déjà la réglementation, à savoir que vous avez peut-être entendu parler depuis l'an passé de ce qu'on appelle le décret tertiaire. C'est un raccourci, un terme un petit peu simplifié, qui définit un dispositif qui s'appelle également l'éco-énergie tertiaire, c'est-à-dire l'obligation d'économiser de l'énergie selon un calendrier dans tous les bâtiments tertiaires, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés. Donc ce qui va s'imposer aux communes qui possèdent des bâtiments d'une surface supérieure à 1000 m², c'est d'atteindre à l'échéance 2030 une réduction de consommation de moins 40% par rapport au niveau de l'année 2010, environ à peu près, plus ou moins autour de 2010. Et puis de réussir à pousser encore un peu à moins 50% en 2040, et puis moins 60% en 2050. Alors, bien entendu, on peut considérer, on sait très bien d'expérience qu'un bon nombre de communes drômoises, et je pense que parmi vous, vous êtes nombreux à le reconnaître, vous n'avez certainement pas de bâtiment d'une surface supérieure à 1000 m². En tout cas, ça ne se rencontre pas tant que ça dans les petites communes. Bon, ça n'empêche pas qu'il serait quand même bienvenu, évidemment, de pouvoir se calquer sur cette obligation, dans la mesure où l'important est de montrer une certaine exemplarité en termes de politique locale énergétique et de chercher à faire en sorte que son patrimoine, quelle que soit sa taille, puisse répondre à l'effort collectif, si vous voulez. Pour enchaîner avec justement ce qu'on peut appeler les démarches volontaires, j'ai également deux exemples à vous proposer. Ce qu'on appelle le bilan carbone, qui est d'ailleurs une marque déposée, c'est une méthodologie qui a été homologuée pour pouvoir identifier précisément toutes les émissions de gaz à effet de serre d'une organisation, que ça peut être une entreprise, une collectivité, à travers ses propres activités, à travers les services dont elle est investie, pour pouvoir faire un état des lieux de son impact carbone et à partir de là, envisager des pistes d'amélioration. Alors, c'est vrai que c'est une étude souvent assez complexe qui peut faire reculer, je pense, les plus petites collectivités, puisque c'est un outil un peu lourd à lancer et à élaborer pour un tout petit patrimoine. Quoiqu'on pourrait se dire que lorsqu'on a un petit patrimoine, c'est
un peu moins complexe finalement à calculer que quand on est une grande collectivité. D'ailleurs, les grandes collectivités sont obligées de le faire dès lors qu'elles ont une population supérieure à 50 000 habitants. Hein. Mais lorsqu'on est en dessous, après à chacun de voir s'il se lance ou pas dans ce genre d'études qui consiste à calculer l'impact de toutes les actions, l'impact de votre patrimoine, l'impact de vos parcs de matériel, l'impact des déplacements de vos agents, que ce soit dans le cadre professionnel ou pour venir au travail, l'impact des commandes de fourniture, enfin ça peut aller très loin bien entendu. Une autre façon de se lancer dans une démarche volontaire, c'est de faire son propre plan communal, après tout. Un exemple existe, c'est ce qu'on appelle le PAEDC, le plan d'action en faveur de l'énergie durable et du climat, simplement pour stimuler les communes, provoquer une petite émulation pour exposer leur feuille de route sur le mandat et se comparer aux autres, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle la Convention des maires pour le climat et l'énergie. C'est une sorte de club européen, un club des mairies de l'Union européenne, que l'on peut aller voir sur le site représenté ici par ce petit lien. En allant voir ce site, on va tomber, alors effectivement, le plus souvent sur des grandes villes. Hein, vous aurez Lyon, vous aurez Nantes, vous aurez voilà, des villes comme ça, mais pas que. Ce qui m'a bien intéressé, c'est de vous montrer que des toutes petites communes, comme celle qui est citée en exemple, de moins de 400 habitants, se sont également fait labelliser Convention des maires pour le climat et l'énergie, avec un plan personnel, un petit plan communal, notamment dans ce cercle rouge où on vous indique que la commune a été primée pour sa politique volontariste par rapport à ses bâtiments communaux, avec la sobriété des consommations, l'efficacité avec la rénovation énergétique et également les énergies renouvelables. Donc je pense que de plus en plus de municipalités s'attachent vraiment à afficher ces plans et à adresser des feuilles de route sur la durée de leur mandat. Au niveau de notre expérience depuis maintenant une bonne dizaine d'années, on a pu regrouper des chiffres à partir des rapports de suivi énergétique que nous avons l'habitude de faire auprès des communes qui nous en font la demande. Rapports de suivi énergétique qui compilent toutes leurs données de consommation, toute énergie, tout bâtiment. Et sur un échantillon de 134 communes de moins de 10 000 habitants, on peut obtenir ce genre de répartition assez intéressante, assez homogène d'ailleurs d'une commune à l'autre. Les consommations se répartissent par catégorie d'équipement de cette façon. Vous avez en grande majorité les bâtiments. Il faut bien savoir que sur un patrimoine de communes, on va dire, on reste dans la tranche inférieure à 10 000 habitants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus certains types d'équipements propres à des grandes collectivités. On est vraiment sur presque 3/4 des consommations couvertes par les bâtiments et dont la moitié de ces bâtiments couverts par les écoles. C'est-à-dire que les écoles se situent à peu près à 35% des consommations d'énergie d'une commune. Il faut bien savoir que c'est le tout premier poste, le tout premier gisement potentiel d'économie d'énergie à exploiter. Vient ensuite, assez loin derrière, l'éclairage public, avec 20% des consommations. Et puis pour compléter, ce qu'on appelle les autres équipements ou les équipements extérieurs, par exemple les pompes de relevage d'eau potable, les espaces publics avec les fontaines, les panneaux lumineux, les bornes de branchement forain, etc. Et puis pour terminer, les carburants qui finalement occupent un poste assez modeste pour ce profil de communes. Hein, je dis bien les communes qui n'ont pas plus de 10 000 et même généralement 5 000 habitants. On n'est pas sur des gros parcs roulants. Et globalement, ça reste un poste assez limité. Par contre, il faut bien quand même avoir en tête que certains profils de collectivités n'auront pas du tout le même camembert. Ce n'est pas évident pour nous de vous le présenter parce qu'on n'a pas assez d'exemples significatifs pour en tirer des vraies moyennes, mais on sait par exemple que pour certaines intercommunalités, certaines communautés de communes pour lesquelles nous avons rendu ces rapports de suivi énergétique, la place des carburants par exemple est beaucoup plus importante puisque les intercos ont récupéré des compétences techniques très particulières qui font qu'elles ont récupéré également les parcs de matériel et les exploitent à la place des communes. Donc je pense par exemple aux engins
aux camions de transport de déchets, aux engins de rénovation de voirie, ou enfin voilà, diverses choses comme ça, qui pèsent un peu plus lourd dans la facture que dans une commune en moyenne, quoi. Voilà. Donc là, on reste bien sur le profil type de la commune rurale drômoise, si vous voulez. L'autre façon de répartir ses consommations d'énergie l'est par le type d'énergie même, la source d'énergie. Vous voyez qu'elle est en grande majorité de l'électricité, puis le gaz naturel, enfin le fuel, et puis plus marginalement le propane, les chaudières à bois, les petits réseaux de chaleur à bois et les carburants qui occupent toujours la même place. Et enfin, en termes de répartition des émissions de gaz à effet de serre par énergie consommée, vous voyez que l'électricité réduit pas mal, puisque c'est l'énergie la moins carbonée, et laisse la place aux autres, hein. Donc le gaz naturel prend plus de place, le fioul également. En revanche, le bois, lui, ne prend presque plus rien, il est dans l'épaisseur du trait. Bien entendu, le carburant occupe un peu plus de place. Alors, c'est vrai qu'on a tenu compte de la présence du gaz naturel dans cet échantillon de plus de 100 communes. Bien entendu, beaucoup de communes ne sont pas approvisionnées par le réseau GazNat, donc évidemment, le camembert n'aura pas tout à fait cette allure-là. Ça sera surtout le fuel qui viendra complémenter l'électricité. Donc, est-ce que par exemple le fait que les bâtiments pèsent quasiment 3/4 des consommations d'énergie des communes, est-ce que c'est quelque chose qui vous est paru comme quelque chose d'assez normal ou quelque chose ou un taux assez surprenant? Nous, dans notre commune, oui, moi, je suis pas étonné effectivement de ça, parce on a des bâtiments qui sont encore aujourd'hui pas du tout performants voilà, au niveau de l'isolation et au niveau énergétique, quoi. Vous avez évoqué là, des études qui ont été faites sur plusieurs communes. Est-ce qu'elles sont disponibles pour voir la répartition qu'il y a dans la consommation d'énergie? Alors, est-ce qu'elles sont disponibles? Sur le principe, individuellement, ces études-là ne sont pas diffusables, tout simplement, enfin, sans qu'on ait l'avis de la commune elle-même, si vous voulez, puisque c'est une étude qui lui appartient et qui présente ses propres consommations, ses propres problèmes. Donc, on ne pourra pas se permettre de diffuser les études de chaque commune à droite et à gauche. Après, si une commune n'y voit pas d'inconvénient, on peut la citer en exemple, hein. Cela dit, ce qu'on peut vous diffuser, c'est un exemple de rapport qu'on pourrait anonymiser et qui vous présente de toute façon tous les détails que l'on souhaite développer, parce que là, vous avez vraiment 3 camemberts, mais les études sont beaucoup plus fournies. On fait des détails par bâtiment, par énergie, etc. Ça va beaucoup plus loin. Si vous voulez connaître le contenu de ces études, la façon dont on les élabore, on peut vous communiquer un exemple, on va dire un spécimen, comme on dit, hein. Voilà, parce que ça aurait été intéressant de comparer avec une commune un petit peu de même gabarit. Enfin, moi, je suis de petite commune, hein, et pour voir si on est mauvais, mauvais ou bon. Enfin, voilà. Alors après, ce que je disais, c'est que ces études, nous les faisons à la demande des communes lorsqu'elles adhèrent à nos services de conseil en énergie et qu'elles nous font cette demande-là. On peut venir à sa rencontre, donc on pourra venir, si vous le souhaitez, à votre rencontre pour élaborer cette étude-là à partir de vos factures, hein. Mais ça a sûrement un coût. Enfin, non, c'est facturé. Enfin, parce qu'on est commune pauvre. Alors, c'est pas facturé, mais si vous voulez, ça engendre une cotisation. C'est une adhésion à notre service de conseil, hein. Alors, c'est 20 centimes par habitant, hein, donc ça va pas chercher bien loin non plus par rapport à la taille de vos communes, hein. Et donc voilà, ça peut, entre autres services, est compris également ce tableau de bord. On appelle ça le tableau de bord énergétique de la commune, qui d'ailleurs porte sur au moins 3 années glissantes, hein, parce que l'intérêt c'est de vous montrer également l'évolution de ces consommations sur plusieurs années pour montrer un petit peu comment se situe votre tendance. Ok, d'accord.
Ah oui, alors, en ce qui concerne la consommation par catégorie d'équipement, donc les bâtiments représentent 70%, dont la moitié sur les écoles. Donc ça, vous le déterminez par rapport aux surfaces de bâtiments ou du fait que les écoles comportent des cantines, chauffage collectif et autres dépenses énergétiques. Alors, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux parce que quand on est sur un parc bâti relativement modeste dans une commune, c'est souvent le groupe scolaire qui représente une grande surface. Les autres bâtiments qui présentent une grande surface sont souvent moins occupés. Je pense à des salles de sport ou de spectacle qui ont un usage plus intermittent, si vous voulez. Et puis les bureaux de la mairie, par exemple, sont pas forcément aussi grands qu'une école, hein, souvent. Donc oui, la surface, évidemment, compte pas mal. Et puis la cantine, c'est pas toujours le cas. C'est pas forcément le poste. Enfin, ça dépendra des fois. Des fois, oui, vous avez des cantines qui sont très consommatrices, puis d'autres non, puisque ça dépend un petit peu ce qui s'y fait. Hein. Si c'est une cantine qui va s'appliquer elle-même à cuisiner ou à faire beaucoup de réchauffage ou très peu. Hein. Enfin, c'est assez variable au niveau des applications. En revanche, je dirais que ce qui engendre ces consommations, c'est aussi souvent, quand on fait des diagnostics de bâtiments, que la gestion du chauffage n'est pas forcément bien surveillée Ouais. et qu'on se trouve encore beaucoup dans des cas où, même si vous avez des programmations et des régulations installées dans les chaufferies, elles sont pas forcément bien paramétrées, pas bien suivies. Et on se trouve encore avec des chauffages le mercredi à la même température que tous les autres jours, ou même le week-end, ça arrive encore, ou avec un très faible, pas de ralenti là pendant la nuit. Enfin voilà. Hein. Donc ça peut être bête, mais c'est souvent le cas. C'est justement, voilà, je voulais vous poser la question sur est-ce que vous proposez des outils de pilotage ou de métrologie pour ces consommations, pour les réduire, notamment le soir, les vacances, le week-end, sur Alors, des consos de bâtiments tels que les écoles et mairies. alors, sans parler de pilotage, parce que le pilotage entraîne du matériel qui finalement est souvent un petit peu coûteux et sophistiqué par rapport aux résultats qu'on cherche à atteindre. C'est pas plus mal de déjà bien correctement paramétrer ce qui existe, si vous voulez. On a chez nous des techniciens qui visitent les bâtiments. Ça fait partie aussi du jeu de service dont je parlais tout à l'heure, hein, dans le cadre de la cotisation dont il était question. Okay. Un technicien peut venir visiter un bâtiment, faire un petit diagnostic et vous dire bon bah je me rends compte à travers votre programmation que ça chauffe tout le temps et il suffit de le régler. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Vous réglez tel jour de telle heure à telle heure et puis vous faites une exception le mercredi et puis vous réduisez les nuits toutes les nuits. Quitte à le faire par votre exploitant habituel qui jusqu'ici n'avait peut-être pas cherché à savoir, mais de demander à la personne chargée de l'entretien. Et je dirais le résultat se fera très vite sentir sans forcément instrumenter de partout. On peut le faire. On peut faire un petit diagnostic avec une campagne d'enregistrement de température. C'est vrai, ça, dans ce cadre-là, on peut aller poser des capteurs de température pendant une semaine ou deux à différents endroits du bâtiment et puis on relève les courbes et puis on vous montre que oui, il y a une zone qui a chauffé beaucoup plus qu'une autre ou que la chaleur n'est jamais retombée pendant la nuit ou des choses comme ça. Ça peut se faire également dans le cadre de ces diagnostics-là, mais c'est pour un temps donné, si vous voulez. C'est juste histoire d'identifier le problème. Je vous propose d'arrêter là l'échange pour continuer l'exposé. Voilà. Alors c'est vrai que la question qui vient d'être posée sera traitée ultérieurement dans une autre présentation qui sera dédiée à ça. Hein. Effectivement, j'ai peut-être été un peu long dans ma réponse, mais tout ça, ce sera traité dans une future présentation. Hein. Donc, en termes de stratégie, que viser déjà comme cible, les camemberts qu'on vient de voir à l'instant vont vous montrer que on va pouvoir mettre un peu d'ordre dans les priorités dont il faudra s'occuper. Bien entendu, en première place, nous aurons les bâtiments. Alors, quand on s'intéressera aux bâtiments, on peut aussi faire un sous-classement, sachant que le premier point de vigilance sera celui des usages thermiques du bâtiment, notamment le chauffage, et puis aussi des problématiques de surchauffe en été, de confort en été. Ça, c'est vraiment
je dirais, le premier problème à traiter dans un bâtiment. Ensuite viendront les usages électriques à travers tout ce qui est éclairage, ventilation, bureautique, informatique, etc. Puis en dernier ressort, on pourra se pencher aussi sur l'eau chaude sanitaire, sachant que dans les bâtiments tertiaires, c'est pas nécessairement le poste le plus important, mais ça peut donner lieu quand même à être étudié. Donc voilà pour les bâtiments. Donc le deuxième secteur relativement important dans une commune est celui de l'éclairage public. Là encore, il faudra se poser des questions selon un certain ordre. Déjà, se poser la question du besoin d'éclairage. On en vient de plus en plus à se demander s'il faut vraiment éclairer partout. Je pense que maintenant, beaucoup de décideurs locaux finissent par revenir un petit peu sur l'idée d'aller éclairer chaque rond-point ou chaque carrefour. Donc c'est déjà une première réflexion à faire. Ensuite, en termes de temporalité, est-ce qu'il faut vraiment éclairer toute la nuit? On voit bien que pas mal de communes maintenant affichent à l'entrée de leur village que l'éclairage est interrompu pendant une certaine période de nuit. Également, entre l'été et l'hiver, les amplitudes d'éclairage ne sont pas forcément les mêmes. La fréquentation n'est pas la même entre les deux saisons. Et puis pour finir, se pencher aussi sur la modernisation du matériel, sur l'aspect technique, notamment maintenant avec la génération des LED, et puis les matériels de programmation, les horloges astronomiques, les systèmes de gradation de puissance et d'intensité. Donc voilà, ça fait partie des réflexions à mener, qui sont plus du ressort, donc pour ce qui est du syndicat d'énergie, du pôle d'activité vraiment dédié à l'éclairage public dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis enfin, la partie carburant, les véhicules et les engins, on peut toujours se pencher dessus tout de même si on a bien vu qu'il s'agissait d'un petit secteur de consommation, mais autant déjà se pencher sur ce qu'on appelle les usages rationnels, c'est-à-dire définir aussi les besoins à travers la possibilité de mutualiser des véhicules, de former aussi les conducteurs ou les agents à l'éco-conduite. Ce sont simplement des mesures de bon sens. Il y a bien entendu la possibilité de renouveler, lorsque le moment est venu, des véhicules de flotte. Alors autant s'aligner, pourquoi pas, sur ce qu'impose la loi aux flottes des établissements publics lorsqu'elles dépassent 20 véhicules. Ça sera rarement votre cas, mais autant pourquoi pas se calquer sur ce modèle-là, à savoir qu'il faut que aujourd'hui déjà 20% au moins des véhicules légers d'une flotte doivent être considérés comme propres, c'est-à-dire ne pas dépasser 60 grammes d'émissions de CO2 par kilomètre. Et puis à partir de juillet 2021, ce taux sera porté à 30%. Alors même dans une toute petite commune, imaginons que vous ayez 3 véhicules légers, lorsque le moment viendra d'en remplacer un, autant qu'il soit propre et que vous ayez comme ça déjà 30% d'emblée avec le nouveau véhicule arrivé. Et puis, bien entendu, s'intéresser aux équipements efficaces et aux modes d'entretien économes. Par exemple, les véhicules propres sont aussi des véhicules qui sont équipés de systèmes stop and start, qui coupent le moteur dès que le véhicule est à l'arrêt. Et ça concerne forcément les véhicules de flotte communaux. Les pneus à faible résistance au roulement, pour les économies de carburant. Les lubrifiants de qualité au niveau moteur pour éviter, donc pareil, pour limiter au maximum les consommations de carburant. Enfin voilà, quelques dispositions à connaître qui n'est pas très compliqué à inscrire dans les habitudes et qui peuvent apporter des résultats tout simplement sensibles. Voilà. Donc là, on était sur les cibles essentielles, les leviers d'action essentiels du patrimoine. Un autre aspect de la stratégie d'action, c'est la chaîne logique à suivre pour réaliser les choses. La première chose, c'est quoi? C'est comme on le disait tout à l'heure, c'est bien entendu de savoir de quoi on part, de faire un état initial de la situation de la commune, donc bien connaître où l'on en est en termes de consommation d'énergie, de proportion des consommations entre les différents bâtiments, par exemple, et puis de tendance d'évolution sur les années. Se pencher sur quelques bâtiments par des prédiagnostics techniques comme ce que je vous ai développé tout à l'heure. Et puis, une chose un peu nouvelle pour nous, par contre, qu'on ne sait pas encore tout à fait réaliser, mais dont on sait que ça commence à venir, à émerger, et on aimerait bien le mettre en application dès aujourd'hui, c'est le diagnostic d'usage. Alors,
c'est quoi le diagnostic d'usage? C'est en fait une analyse non pas simplement énergétique d'un bâtiment, mais c'est plus de savoir ce qu'on veut faire du bâtiment. On s'est bien rendu compte la plupart du temps que lorsqu'une commune est conduite à faire des travaux énergétiques sur un bâtiment, c'est pas vraiment parce qu'elle souhaitait faire des travaux énergétiques à la base. C'est parce qu'elles envisageaient de faire des travaux d'amélioration de son bâtiment ou de transformation de son bâtiment, dictés par d'autres besoins que l'énergie, dictés par des besoins de mode d'utilisation, de destination nouvelle du bâtiment, etc., ou de mise aux normes. Donc, et ensuite, l'énergie est à embarquer dans les travaux pour se fixer des performances. Et donc, l'important, c'est, à nos yeux, c'est tout de même de défricher un peu le terrain à travers ce diagnostic dit d'usage pour savoir ce qu'on veut faire du bâtiment avant de se lancer immédiatement dans des, on va dire, dans des prévisions énergétiques, quoi, si vous voulez. Alors une fois qu'on connaît, eh bien, on peut planifier. Donc planifier, c'est soit plus simplement programmer ce qu'on appelle des bouquets de travaux lorsqu'on se penche sur un bâtiment en particulier. On sait que par exemple ce bâtiment, on veut obtenir ces 40%, ces fameux 40% d'économie d'énergie d'ici 2030. Ben pour ça, il faut combiner différents travaux, s'occuper du toit, s'occuper des murs, des fenêtres, de la chaudière et ainsi de suite, dans une certaine chronologie logique. Et pour ça, il faut peut-être le programmer sur plusieurs années parce qu'on n'a pas forcément les moyens de le faire en un seul coup. Le faire en un seul coup dans le cadre d'un grand projet de rénovation complet, c'est toujours préférable d'un point de vue technique parce que vous aurez une meilleure garantie d'obtention de résultats performants, plus que lorsqu'on enchaîne les travaux d'une année sur l'autre, si vous voulez. Parce quand on reprend les choses qui ont été faites précédemment, on les reprend avec, si vous voulez, des fois quelques petits problèmes de continuité dans la mise en œuvre des travaux. Donc, si les fenêtres ont été faites à une époque et qu'on refait les murs plus tard, on ne va pas pouvoir tout isoler autour des fenêtres. Enfin, on sera toujours un petit peu embêté, si vous voulez. Donc, il y aura des petites pertes de performance à ce niveau-là. Enfin bon, on ne peut pas non plus toujours faire dans l'idéal. Et donc les bouquets de travaux sont au moins un programme, une première façon de programmer les choses tout à fait satisfaisante. Et puis pour aller faire quelque chose d'un petit peu plus complexe, vous avez ce qu'on appelle les schémas directeurs immobiliers. C'est lorsqu'on a un parc bâti un peu plus conséquent avec un certain nombre de bâtiments et qu'on cherche à trier les priorités entre les différents bâtiments et qu'on va pouvoir programmer à travers différents budgets, tantôt une première année l'isolation des murs du bâtiment A et du bâtiment B, et la seconde année le changement de la chaudière du bâtiment C, et puis l'année suivante la transformation complète du bâtiment D. Voilà, il va falloir adapter des scénarios comme ça en fonction de ce qu'on a pu diagnostiquer sur l'ensemble du patrimoine et se faire un vrai grand schéma directeur. Ensuite, il s'agit de faire les choses, de les réaliser. Alors les faire dans l'idéal, quand on est dans un projet de rénovation globale de bâtiment, c'est pouvoir se lancer déjà dans un programme, ce qu'on appelle un programme. Certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler lorsque le CAUE est venu à votre rencontre, le Conseil en architecture, urbanisme et environnement, qui est donc une association drômoise bien connue qui apporte un travail de qualité au service des communes. Et donc, il s'agit d'élaborer un programme qui va définir toutes les attentes que l'on souhaite de notre projet de rénovation, pas seulement énergétique, évidemment, sur plein d'autres aspects. Suite à quoi on va pouvoir se lancer dans la consultation de maîtres d'œuvre, notamment un architecte et puis une équipe de bureaux d'études qui vous feront l'avant-projet qui débouchera sur un marché de travaux. Et une fois que les travaux seront réalisés, il s'agira de les réceptionner, idéalement en missionnant une personne pour faire ce qu'on appelle le commissionnement, c'est-à-dire rajouter une couche de contrôle supplémentaire au-delà de ce que fait habituellement le maître d'œuvre, pour s'assurer de tous les détails de la bonne conformité de ce qui a été réalisé par rapport aux objectifs qui avaient été définis. Le commissionnement est quelque chose d'un petit peu nouveau qui apparaît maintenant dans plus en plus de chantiers. Et puis alors le dernier maillon de la chaîne, qui est quand même très important, mais qu'on a peut-être tendance un peu à oublier, c'est d'évaluer le résultat, c'est de repartir dans la boucle d'évaluation en se disant, voilà, on continue notre bon vieux suivi énergétique des factures pour voir au bout d'un an ou 2 ans si le changement a été sensible, ou dans l'immédiat, si on veut
apprécier des résultats très rapidement, faire des mesures ou remonter les données des compteurs. Maintenant, vous savez que les compteurs sont de plus en plus communicants, donc autant faire de la télérelève pour avoir rapidement les résultats. Et puis enfin, le système le plus élaboré, c'est de se lancer dans des contrats à garantie de performance énergétique, qui sont des contrats qui vous apportent nécessairement chaque année une lisibilité sur votre consommation qui est censée contractuellement ne jamais dépasser un certain niveau. Après, ça vous implique quand même je dirais une élaboration de marché de performance un peu complexe. Donc c'est vrai que ce sont souvent des communes d'une certaine taille avec des services assez étoffés qui osent se lancer dans ce genre d'opération-là. Voilà pour ce qui est du processus complet, depuis connaître jusqu'à évaluer en passant par planifier et faire. Alors, s'il fallait quand même retenir des points très importants de ce qu'on vous a présenté ce soir, c'est à mon avis la grille de lecture de ce qu'on appelle la performance énergétique. On va vous exposer 4 grands principes. Le premier, comme on vous l'a expliqué, c'est que veut-on faire du parc bâti. Vous avez ici un petit schéma qui a été conçu, imaginé par un organisme public qui s'appelle le CEREMA, et qui vous présente bien l'idée qui est de classer son patrimoine par groupe. Vous avez le groupe des bâtiments qu'il va falloir mettre en conformité, celui des bâtiments qui peuvent être maintenus en l'état actuel, celui qui doivent être optimisés, améliorés en termes de performance, par exemple l'école qu'on chauffe tout le temps, ça fait partie des optimisations à réaliser, et puis le groupe des bâtiments vraiment en mauvais état qu'il va falloir vraiment rénover. Alors tout ça, ça s'obtient avec ce fameux diagnostic d'usage des lieux et ça débouchera sur des investissements planifiés et ça permettra également de faire le tri parmi les bâtiments parce qu'il se peut très bien, au bout du compte, qu'on décide de se séparer de certains éléments de patrimoine qui est inutile de conserver dans le périmètre de la commune. Une fois qu'on a fait cette première approche, le deuxième point très important, c'est ce qu'on appelle la démarche Négawatt, du nom de l'association qui l'a imaginé il y a déjà bien longtemps. Alors ça, c'est un schéma qu'on va vous resservir assez souvent au fil de nos présentations. Je sais qu'il va vous revenir assez souvent. Il s'agit de commencer par le bon bout. Si vous voulez, l'idée, c'est de dire quel est le bon sens des choses. C'est d'abord la sobriété. La sobriété, c'est se focaliser sur le réel besoin de l'énergie par rapport à quelle réponse attendue. Je vous parlais par exemple de l'éclairage public. A-t-on besoin d'éclairer partout ? Dans un bâtiment, a-t-on besoin de laisser le matériel en veille toute la nuit quand personne n'est là ? Enfin voilà, c'est toutes ces choses qui permettent ou même a-t-on besoin de maintenir un chauffage pendant le week-end ? C'est toutes ces choses qui permettent de bien définir ce qu'on appelle le besoin, de dire s'il y a vraiment qu'à cet instant-là ou à cet endroit-là qu'on a besoin de faire les choses et pas forcément uniformément partout. Donc c'est un premier défrichage très, très intéressant, très important d'ailleurs à faire. Une fois qu'on a circonscrit les besoins, bien entendu, on ne peut pas faire autrement que de servir de l'énergie en conséquence pour répondre à ce besoin, mais alors du coup faire en sorte que les systèmes utilisant cette énergie du coup soient performants, soient efficaces et permettent d'en consommer le moins possible. Donc c'est là qu'on va intervenir sur l'isolation des bâtiments, sur les chaudières à haute performance, sur les appareils bureautiques qui consomment bien moins qu'avant, sur les éclairages qui consomment 3 ou 4 fois moins que ceux d'il y a 15 ans. C'est ce qu'on appelle l'efficacité matérielle, l'efficacité des systèmes. Et c'est seulement lorsqu'on aura franchi ces 2 premières étapes qu'on pourra s'intéresser à dire maintenant pour décarboner encore plus le fonctionnement de mon ouvrage, de mon bâtiment, je vais recourir aux énergies renouvelables et je vais substituer mon énergie fossile par de la renouvelable. Alors évidemment, rien ne vous interdit de pouvoir vous y pencher plus tôt que ça sur les énergies renouvelables, on peut bien le comprendre. Mais l'idée, c'est de pouvoir mettre en très bonne adéquation ce que vous pouvez produire par votre énergie renouvelable en réponse à ce dont vous avez réellement besoin en énergie. L'idée n'est pas de commencer par tout de suite produire de l'énergie en quantité, tout aussi renouvelable qu'elle puisse être,
alors que vous pourriez finalement consommer déjà à la base bien moins d'énergie. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a un sens à rechercher. Voilà. Donc le troisième grand point, c'est de raisonner en coût global économique, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de se dire je sais que j'ai des travaux à faire, je vais me mettre en conformité à minima pour limiter l'enveloppe d'investissement et puis ça ira bien comme ça pour les années à venir. On a tous tendance à vouloir faire ça, bien entendu, mais je pense que la grille de lecture à long terme, qui consiste à cumuler les charges de votre bâtiment sur sa durée de vie, vous permet d'avoir une lecture quand même un peu différente, c'est-à-dire de comprendre que même si on doit consentir au départ à faire un plus gros effort financier pour plus de performance, on obtiendra, avec la courbe verte qui est présentée ici, ensuite de meilleures économies de fonctionnement, des charges beaucoup plus faibles et donc une augmentation bien moins importante que celle qui correspond à des travaux plus minimalistes. Et l'idée, c'est de pouvoir situer dans la durée le croisement des deux courbes pour obtenir un temps de retour suffisamment réaliste et se dire que il vaut mieux quand même partir sur la courbe verte si on le peut. Alors évidemment, on est sur du long terme, on est sur de l'échelle à 15, 20, 25 ans, suivant les cas. Il ne faut pas raisonner à l'échelle du mandat, bien entendu. Et le quatrième point, c'est de raisonner de la même manière, mais plus non pas en euros, mais en impact environnemental, en émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que suivant les solutions que vous choisissez pour rénover votre bâtiment, alors là l'exemple qui est ici devant vous, c'est pas trop sur de la rénovation, c'est un exemple sur de la construction. Enfin, l'idée est la même. C'est un bureau d'études drômois d'ailleurs qui a élaboré ce petit diagramme à partir d'un cas réel. Vous voyez qu'il y a un empilement de couleurs. L'empilement de couleurs, c'est le pavé gris, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à la fabrication des matériaux qui composent votre bâtiment. La ligne rouge correspond à l'énergie consommée sur place pendant la construction du bâtiment. Et le gros pavé jaune, c'est tout ce qui est consommé en énergie pendant la durée de vie du bâtiment. Là, c'est un exemple sur 50 ans. Donc, vous voyez que la grosse partie d'émissions de gaz à effet de serre d'un bâtiment, l'impact environnemental et carboné d'un bâtiment, c'est surtout sa consommation au fil des années. Ça, c'est évident. La maintenance occupe un pavé bleu. Et puis, la fin de vie, on la voit à peine, c'est l'énergie liée à la démolition et au traitement des déchets, le transport, etc. Donc, ce diagramme vous montre, par exemple, ce que l'on a, suivant qu'on est dans un bâtiment aux normes passives, c'est-à-dire qu'avec un besoin de chauffage extrêmement faible, et puis à droite, un bâtiment aux normes de l'époque, parce que ça commence à être un petit peu vieux, la réglementation thermique de 2005, qui malgré tout, en son temps, était déjà assez ambitieuse, et qui déjà présente un impact quand même bien plus important en termes de consommation d'énergie. On peut même voir une différence sur le pavé gris. D'un côté, vous avez du bois et du béton, de l'autre que du béton. Quand on n'a que du béton, on a un matériau plus énergivore qui a un contenu carbone plus important que lorsqu'on utilise des matériaux naturels comme le bois ou d'autres, qui sont des matériaux qui sont eux-mêmes des stocks, des puits de gaz à effet de serre, comme on dit. Donc là, l'idéal serait de pousser la réflexion jusque-là, c'est-à-dire penser vraiment à l'impact d'un bâtiment sur l'ensemble de sa durée de vie. Voilà, j'en ai terminé. Cette petite image est simplement là pour vous résumer la logique selon laquelle nous vous accompagnons sous la forme d'un cercle vertueux qui part par exemple du diagnostic de vos bâtiments pour aller ensuite vers des préconisations de travaux et ensuite un accompagnement à vos travaux, un accompagnement sous forme de conseils mais également financier. Donc l'étape ensuite, c'est le financement des projets, puisque ce sera exposé plus tard dans une autre présentation. Nous apportons des aides financières à certains travaux d'économie d'énergie, et puis il en existe aussi d'autres financeurs publics. Et puis pour bien terminer, pour bien boucler la boucle, on en revient à l'analyse des factures, au suivi des consommations, pour déterminer les pistes d'amélioration futures, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On propose également des groupements d'achat d'énergie, ça c'est une autre chose, mais on peut vous aider aussi pour l'achat de l'énergie qui est actuellement maintenant de plus en plus ouverte à la concurrence. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Christian de Monjou,
typiquement, nous, on est en réflexion là, sur la destination d'un ancien appartement qui est au-dessus de l'école et qui doit être de toute façon repris parce que l'état des locaux est vraiment assez déplorable. Mais donc on a des interrogations à la fois sur la destination, parce qu'on pense que c'est pas forcément de nouveau un appartement qu'il faut envisager, mais aussi peut-être une extension des activités scolaires dans cette partie. Et donc qui est moins rémunératrice parce qu'un appartement ça ramène des sous à la commune, mais pas des locaux pour une école. Typiquement sur un projet comme celui-là, on peut comment dire vous contacter et puis avoir une aide en termes de réflexion, de diagnostic technique, et voilà, si j'ai bien compris. Alors oui, sachant que quand même dans le cas précis dont vous me parlez, j'aurais tendance à dire, ce que je vous disais, c'est que pour l'instant les diagnostics d'usage, ce sont des choses qu'on va activer, qu'on ne maîtrise pas encore totalement. On va rechercher avec un partenaire public, notamment le CEREMA, à s'exercer sur une commune, mais par rapport à une étendue de patrimoine assez significative. L'idée, c'est de le faire sur un ensemble de bâtiments, alors que l'exemple ici montré reste très circonscrit à un local particulier. Je ne suis pas certain qu'il faille déclencher cette démarche-là pour ça. Par contre, ça me fait penser à deux choses. La première, c'est qu'il me semble que vous devriez consulter pour moi un interlocuteur tout trouvé qui est le CAUE dont je vous parlais, qui est à Valence, et qui, je pense, est vraiment à même, pour ce cas de figure-là, de vous aider à définir les orientations de ce local, eu égard à l'activité scolaire également, voir si ça peut faire l'objet justement d'une extension scolaire plutôt que de réhabiliter un logement. Pour moi, on est pleinement dans la cible des gens qui travaillent au CAUE et qui peuvent vous apporter un éclairage sur le devenir de ces locaux-là. C'est une première manière de faire le défrichage du projet. Nous, on peut intervenir ensuite sur l'aspect un peu énergétique. On peut même se greffer à la démarche si jamais vous vous lancez dans le projet de rénovation, puisqu'on collabore quelquefois avec le CAUE et on peut intervenir dans le programme. Sur le programme que pourrait établir le CAUE pour votre bâtiment, on en rédigerait le volet énergétique, si vous voulez. Voilà. J'ai dû rater, Jean-Christophe, excusez-moi, j'ai dû rater quelque chose, parce que le CAUE, alors exactement, ça veut dire quoi? C'est le Conseil en architecture, urbanisme et environnement. C'est une association c'est un parapublic, on va dire ça. C'est un organisme parapublic qui existe dans pas mal de départements, qui a une vocation départementale et qui regroupe des architectes conseillers, donc spécifiquement recrutés pour apporter comment dire, non pas travailler directement sur les projets architecturaux, mais travailler en amont des projets, travailler sur la définition ça va même porter éventuellement sur des aménagements de places publiques, ce n'est pas que sur le bâtiment. Donc vous pouvez aller voir leur site, caue.net, je crois, dans la Drôme, CAUE de la Drôme, tout simplement. Vous aurez toutes les explications. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors l'exemple dont vous me parlez me fait vraiment penser à un exemple réel qu'on a connu il y a quelques années auparavant. L'histoire ne s'est pas passée tout à fait de la même façon, mais enfin, ça peut toujours être intéressant à vous raconter si je suis pas trop long. C'est une commune qui avait une école un peu vieillissante avec seulement 2 salles de classe au rez-de-chaussée, du type Jules Ferry, vous savez, bien connu, un bâtiment symétrique avec une classe à droite, une classe à gauche, une cage d'escalier au milieu et 2 logements locatifs à l'étage qui n'étaient plus loués depuis très longtemps et qui également étaient dans un état déplorable. Ils ne savaient pas quoi en faire. Et puis il se trouve que les besoins d'augmenter les salles de classe s'est fait sentir, puisqu'il s'agissait d'un village
qui devenait de plus en plus résidentiel, qui commençait à accueillir de plus en plus de familles. Et l'idée du maire a été de se dire, ben moi je vais me lancer tout seul, hein. Il n'avait pas forcément pensé à nous consulter là-dessus, et il avait lancé une consultation de maître d'œuvre directement en disant, ben voilà, j'ai estimé que pour mon bâtiment, il fallait que je répare la toiture, que je rénove un logement au-dessus, et puis que j'ajoute une salle de classe à l'extérieur, je ne sais pas trop où, peut-être derrière, il n'y a pas beaucoup de place. Et puis j'estime mon budget à temps, et puis je vous demande de bien vouloir répondre à mon appel d'offres. Et quand on a eu vent de cette histoire-là, on s'est rapproché du maire et qui nous a associés au dépouillement des propositions des maîtres d'œuvre. Et on l'a aidé même à sélectionner un maître d'œuvre qui s'était montré dans son dossier très sensible aux questions énergétiques. On s'était dit au moins, on arrive un peu après la fête, nous, mais peut-être que là, on a un maître d'œuvre qui sera capable d'aller un peu plus loin que la simple réflexion faite par le maire au départ. Et bon an, mal an, heureusement, on est tombé sur un architecte vraiment intéressant qui a réussi à faire un peu changer le profil du projet auprès de son maire. Alors effectivement, il avait également aussi fini par décider, le maire, à revoir la copie et à redimensionner le budget d'une manière très conséquente, mais pour être un peu en plus ambitieux. Mais si vous voulez, l'idée a été d'abandonner cette idée de rénovation de logement, de ne pas construire de verrue pour faire une salle de classe supplémentaire, mais d'utiliser l'étage supérieur pour y rajouter une salle de classe, tout simplement. Augmenter la capacité de l'école tout en restant dans le bon respect du patrimoine et en ayant en plus fait un bâtiment super isolé de partout, très performant. Et enfin voilà, c'était si vous voulez, une évolution du projet tout à fait intéressante. Oui, on est un peu dans cette réflexion-là, non pas par rapport à une classe supplémentaire, mais par rapport au périscolaire notamment. Oui, donc je vous propose d'en arrêter là. Merci à tous pour votre présence, votre participation. À une prochaine fois, on peut vous dire. Et puis, n'hésitez pas à prendre le téléphone, à nous appeler ou à nous envoyer un mail. On est disponible pour venir dans vos communes, échanger, vous apporter les conseils. Voilà. Donc, merci à tous et puis à bientôt. Au revoir. Bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir à tous.